Bonjour messieurs, notre mini-projet est la réalisation d'une maquette didactique où on vise à servir la vitesse d'une machine à courant continu. Il était réalisé par Oudar Mourad, Mim Mohamed et moi-même, et encadré par messieurs Saïd Mounir. Pour la présentation de notre mini-projet, on va suivre le plan suivant. D'abord, on va commencer par une petite introduction. Puis, on va faire la présentation de la maquette. Ensuite, on va faire le dimensionnement des différents blocs de la maquette. Puis, on va faire la modélisation et réponse du comportement système. Et on va récapituler par une conclusion. Donc, l'objectif de ce mini-projet est la réalisation d'une maquette didactique pour faire différentes manipulations du moteur à courant continu, à savoir la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu, la servition de vitesse d'un moteur à courant continu, donc système à commande proportionnelle, système à commande proportionnelle et intégrale, système à commande proportionnelle et dérivée, système à commande proportionnelle, intégrale et dérivée, puis une manip de moteur à courant continu commandée en courant. Donc, notre maquette didactique est constituée par 4 blocs principaux. Un bloc de la chaîne directe, puis le bloc de la partie puissance et les banques des deux machines, le moteur et la génératrice, la chaîne de retour et le bloc correcteur. Donc la chaîne directe est constituée du groupe tournant mêlé de son alimentation. Donc là, il y a le bloc de la commande qui génère la consigne. Cette consigne est amplifiée par un amplificateur. Il y a aussi le bloc sommateur qui fait la sommation de ce signal amplifié avec un signal de rampe généré par une rampe. Le signal de sommateur attaque le circuit de puissance. Ce bloc de circuit de puissance qui génère un signal qui alimente pour alimenter le moteur. Donc le bloc de la commande, la tension de commande est générée par un point diviseur de tension. Sa tension sert de tension de consigne pour la régulation de la vitesse du moteur. Cette tension est proportionnelle, tension de sortie de la commande est proportionnelle à la tension d'alimentation. Donc la tension de sortie VS elle est entre 0 et 2 volts. Donc on va régler les valeurs de R1 et R2 pour que le VS soit entre 0 et 10 volts. Donc le bloc comparateur. Le comparateur est un amplificateur de différence qui donne en sortie la différence des tensions appliquées aux entrées. Donc VS il est en fonction de V1 et V2 sous la forme suivante. Donc on va simuler deux cas. Le premier cas, si les deux entrées sont continues, donc la tension de sortie et la différence entre les deux signaux d'entrée. Deuxième cas, si une entrée est continue, l'autre est sinusoïdale. Donc la sortie, c'est la combinaison entre deux signaux, un signal alternatif et une composante continue. Le bloc générateur de rampe. Ce générateur de rampe fonctionne à fréquence fixe et délivre une tension symétrique à la sortie. Donc, le premier amplificateur, monté en bascule de Smith, produit une tension rectangulaire et le second, monté en intégrateur, génère une tension triangulaire. Donc, la tension de sortie du bascule est V7 ou bien moins V7. Et la tension de sortie d'intégrateur est triangulaire. Et VS il est entre moins V7 fois R3 sur R2 et plus V7 fois R3 sur R2. La fréquence de la tension sortie d'intégrateur, bien de signal de rampe est égale à 1 sur R1 fois C1 fois log de 1 plus R2 sur R3.
On va faire une simulation et on a VS, le signal de sortie, il est entre plus Vsat et moins Vsat. Et la fréquence du signal de sortie, bien du signal rampe, est égale à 617 Hz. Le bloc sommateur. Donc la tension de sortie Vs, tension de sortie du sommateur, et la somme des tensions d'entrée. Donc si on attaque le sommateur par un signal triangulaire symétrique avec une composante continue, donc le sommateur et la sortie du sommateur est la somme des deux signaux d'entrée. Au bloc circuit de puissance. Le circuit de puissance est un amplificateur de puissance à transistor PNP, donc NPN, capable de délivrer un courant d'intensité supérieure à 1 ampère, associé à un comparateur LM311. Il peut fonctionner en tout ou rien. Donc le circuit de puissance, il est attaqué par un signal, par une combinaison d'un signal rampe avec une composante continue et délivre un signal modulé aux largeurs d'impulsion. Donc on applique à l'entrée du montage bien du circuit de puissance une tension triangulaire plus une composante continue. Donc il y a le signal d'entrée est triangulaire avec une composante continue et on récupère à la sortie un signal modulé aux largeurs d'impulsion. Et on peut varier le rapport cyclique par la variation de gain d'amplificateur. Donc, puis le bloc limitation de courant. La limitation de courant permet de limiter la valeur du courant et qui n'autorise qu'un courant légèrement supérieur à celui nécessaire en fonctionnement normal. Donc elle est constituée, donc c'est une boucle interne constituée par un amplificateur et deux diodes zénith pour stabiliser la tension et pour limiter le courant d'alimentation. Donc voilà. Même donc on a ici, c'est la sortie de la tension égale à 12 volts, même si la tension d'entrée supérieure à 12 volts. Donc merci. Je laisse la parole à mon collègue Bouddha Mourad pour faire continuer la présentation. Bon, au niveau de la chaîne de retour de la boucle d'asservissement de moteur à courant continu, la conversion de la vitesse de rotation de moteur en une tension continue peut s'effectuer grâce à ces trois éléments: un encodeur incrémental, un convertisseur fréquence-tension et un gain. L'encodeur incrémental représente un capteur qui est accouplé directement au rotor de moteur et qui permet de générer un signal carré dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de rotation de moteur. Cette proportionnalité est donnée par la relation suivante, où oméga représente la vitesse de rotation en rad par seconde, f la fréquence de signal délivrée par l'encodeur en hertz. Cependant, n représente le nombre d'impulsions que l'encodeur peut générer par tour. Pour le convertisseur fréquence-tension, on a utilisé le timer LM555 en mode multivibrateur monostable et commandé par le signal généré par l'encodeur incrémental. Le principe de fonctionnement de ce montage est le suivant. À la sortie du timer, le passage de l'état stable 0 V à l'état instable 12 V nécessite la présence d'un signal nul à l'entrée trigger de timer, qui est obtenu par un franc montant de signal généré par l'encodeur incrémental. Et la durée de l'état instable 12 V est limitée par la charge de condensateur C1 à travers la résistance R1, tel qu'on aura un passage de l'état instable à l'état stable 0 V lorsque
la tension aux bornes de la condensateur C1 atteint 2/3 VCC. Ce qui permet donc d'obtenir un signal carré dont le rapport cyclique proportionnel à la fréquence et donc une valeur moyenne proportionnelle à la fréquence. Cette proportionnalité est donnée par la relation suivante. Et pour obtenir cette valeur, on ajoute ou bien on utilise un filtre passe-bas de premier ordre. Au niveau de la fréquence maximale que le circuit peut mesurer, elle est limitée par la durée de l'état instable de timer, telle que la fréquence maximale doit être inférieure ou égale à 1 sur R1, C1 et l'un de 3. Bon, pour une vitesse maximale de rotation égale à la vitesse de rotation à vide de moteur, c'est-à-dire 1230 tours par minute, et pour un encodeur dont le nombre d'impulsions générées par tour égale à 400 impulsions, on aura à la sortie de l'encodeur un signal carré dont la fréquence est égale à 8,2 kHz. Les valeurs proposées de R1 et C1 et qui permettent la mesure de cette fréquence est les suivantes. Cependant, la fréquence de coupure du filtre est limitée par la fréquence minimale que le circuit peut mesurer, telle qu'il faut choisir une fréquence de coupure inférieure à la fréquence minimale et suffisamment supérieure à 0 pour garantir la rapidité au niveau de la conversion. Bon, pour une vitesse de rotation minimale est égale à 200 tours par minute, et pour un encodeur dont n est égal à 400 impulsions par tour, on aura une fréquence minimale est égale à 2 Hz. Les valeurs proposées de R2 et C2 de filtre qui permet de vérifier cette condition est les suivantes. La simulation de ce circuit pour un signal carré dont la fréquence est égale à 6 kHz nous donne la réponse suivante. Et on voit bien que la sortie de convertisseur fréquence-tension est à peu près constante et égale à 7 volts. On complète la chaîne de retour par un amplificateur dont le gain peut varier de 0 à 2, ce qui permet l'adaptation de la tension image de vitesse à la consigne. Et maintenant, je laisse la parole à mon collègue Mohamed Lemim. Et bien maintenant, dans cette partie, on va entamer la partie de modélisation de la machine à courant continu ainsi que la synthèse d'un correcteur à action PIT, tout en examinant le comportement du système. Comme on le sait déjà, un moteur à courant continu est régi par les équations physiques suivantes. Pour transformer de la place, on arrive à retrouver les équations comme suit, ce qui nous amène au résultat suivant et au modèle comme suit. Deux entrées, une entrée perturbatrice, une entrée de commande, ainsi qu'une sortie vitesse angulaire. Voilà le schéma simplifié. Après calcul de fonction de transfert de la machine à courant continu en boucle fermée, c'est-à-dire en supposant que le couple résistant égal à 0 devient comme suit. Généralement, le flot canonique de deuxième ordre peut s'exprimer comme deux fonctions de premier ordre avec les paramètres suivants: constante de temps électromécanique et constante de temps électrique, ainsi que le gain du moteur caseur. Voilà, maintenant selon notre cahier de charge, pour un moteur à courant continu à aimant permanent, marque SMH, référence 17145, voilà le datasheet. Se baser sur cette référence avec les indications suivantes: les caractéristiques nominales ainsi que les caractéristiques agites, les autres indications de résistance, inductance
les coefficients de frottement visqueux, moment d'inertie, ainsi que les constantes de couple, constantes relatives à la force électromotrice. Maintenant, on va s'intéresser aux réponses du système sans correction. Voilà le système global, le schéma bloc d'asservissement de la vitesse, bloc HR et le bloc MCC, ainsi que le bloc du feedback. On va essayer maintenant de faire la simulation en temps réel avec l'outil MATLAB. Voilà, on arrive à voir le graphique suivant qui va nous servir de référence de base pour le système, afin que nous puissions voir comment les autres actions de correction comparées à celles du système sans correction. Voilà, bien que le système non contrôlé ne présente pas de dépassement, le moteur prend au moins 3 secondes pour se rapprocher de l'état d'équilibre, ce qui n'est pas optimal pour un moteur lorsqu'il est réglé à une certaine vitesse. En termes de précision, on a calculé l'erreur statique en prenant la différence entre l'état d'équilibre attendu et l'état d'équilibre réel. On arrive à trouver la valeur de 0,5 à peu près. Passons maintenant à partie de réponse du système avec correction. Mais tout d'abord, on va présenter le bloc électrique schématisant les trois actions. L'action proportionnelle, qui est schématisée par le dessin comme suit. C'est un amplificateur inverseur avec deux résistances. Voici la constante Kp qui dépend de deux résistances. Ensuite, on passe aux actions intégrales. Sa constante Ki dépend inversement du produit des deux résistances, des résistances et des capacités, ainsi que l'action dérivée. La constante Kd dépend de R fois C. Le tableau suivant nous indique l'influence de chacun des gains sur la stabilité et la rapidité et la précision du système. Par exemple, le coefficient Kp nous permet de diminuer l'erreur statique, alors que Ki va annuler cette erreur, ainsi que l'influence des autres coefficients, ainsi de suite. Voici le schéma bloc suivant qui fait l'implémentation du PID en asservissement de vitesse. Dans notre cas d'étude, on va faire l'étude de Kp seul. Ensuite, on va utiliser le PI, le PD ainsi que le PIT. L'asservissement à l'aide de l'action proportionnelle P. Normalement, c'est la plus simple correction qu'on peut le trouver. Il s'agit d'appliquer une correction à l'erreur correction de manière instantanée tout égard de la grandeur à régler. Généralement, nous multiplions le terme d'erreur par une constante de proportionnalité Kp, afin d'amplifier l'erreur. Donc son principe est plus l'erreur est grande, plus on donne la puissance au moteur. On va essayer de faire la simulation ici sur MATLAB. Voici notre réponse en échelon avec P-contrôle. La figure suivante schématise la réponse à un échelon du système avec la prise de trois valeurs différentes de Kp, tout en indiquant les valeurs de temps de réponse, l'erreur statique ainsi que le pourcentage de dépassement. Ces données indiquent que l'augmentation de Kp a pour effet de réduire l'erreur statique comme on le voit ici, mais en contrepartie le système perd en stabilité. Et la raison pour laquelle le système dépasse radicalement la commande P est qu'il n'y a rien pour contrôler le système de commande lorsque nous multiplions la constante de proportionnalité par le terme d'erreur. Le système oscille progressivement plus près de l'équilibre.
L'erreur diminue et donc le signal de commande diminue. Asservissement à l'aide de l'action PD. Nous pouvons simuler le contrôle PD en ajoutant un terme dérivé au contrôle proportionnel. Avec le contrôle proportionnel dérivé, le terme dérivé signifie que le signal de contrôle ne changera pas à moins que le terme d'erreur ne change. Cela signifie que le contrôle proportionnel dérivé ne diminue pas l'erreur relative à un échelon. On fait plus que la valeur de 4D est élevée, plus l'erreur est importante. On va essayer de faire une simulation sur MATLAB. Voici la figure de la réponse à un échelon de notre courant continu avec PD contrôle. Il schématise la réponse à un échelon du système avec la prise de 3 valeurs différentes de 4D tout en gardant une KP constante. En indiquant les valeurs de l'erreur ainsi que le temps de réponse et le dépassement. Selon cette réponse, on arrive à voir que le dépassement est annulé. Donc en termes de stabilité, plus KD augmente, plus on assure une stabilité. Mais en contrepartie, l'erreur augmente. Alors que le temps de réponse est limité. Donc on gagne en termes de rapidité. Ce qui permet d'atteindre plus rapidement un état stable. La troisième partie concerne l'asservissement de type PI. C'est un asservissement de type P auquel on a ajouté un terme intégral. Nous ajoutons une constante d'intégrateur KI que nous multiplions par l'intégrale du terme d'erreur. Le terme intégral complète l'action proportionnelle puisqu'il permet de compenser l'erreur statique et d'augmenter la précision en régime permanent. On va essayer maintenant de faire la simulation sur MATLAB. Voici la réponse. Tout en gardant toujours une valeur de KP, une valeur constante. Et on fait varier la valeur de KI pour voir le comportement du système. Nous pouvons voir que l'augmentation de KI entraîne une diminution de l'erreur relative. Mais elle entraîne également une augmentation de déplacement. Alors que le temps de réponse, ça fluctue. En d'autres termes, l'erreur et le pourcentage de déplacement ont une relation inverse. La quatrième partie concerne la correction avec l'application des actions PIT. Lorsqu'on fait combiner ces trois actions, nous obtenons une combinaison de la réaction rapide de l'action proportionnelle, de la réduction des erreurs statiques de l'action proportionnelle intégrale et de l'effet d'amortissement de l'action proportionnelle dérivée. On va essayer de faire la simulation sur MATLAB. Voici notre réponse. Notre résultat, comme le montre la figure suivante, avec la prise des coefficients KP, KI et KT, on arrive à trouver une erreur qui est très minimale avec un temps de réponse qui est très minime et la réponse qui ne dépasse pas. Voilà, de ce fait, on est arrivé à faire le réglage du PIT en trouvant les meilleurs coefficients de KI, KT, KP avec une réponse qui est meilleure et adéquate de celle de notre procédé. Bon, en guise de conclusion, on était arrivé à faire le dimensionnement de divers blocs de la maquette. Et voici le schéma global comme suit. La commande, le comparateur, la chaîne directe, notre moteur, la chaîne de retour.
Dans la simulation effectuée dans MATLAB, nous nous sommes basés sur des valeurs importantes de PID pour obtenir une erreur assez faible. Cependant, lorsque nous appliquons cela dans des circuits analogiques, nous trouvons que nous devons choisir des valeurs de K qui sont dans la plage de résistance et de condensateur disponibles de la marché. Au final, voilà, ce tableau englobe l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir arriver à remplir notre besoin de réalisation avec les références correspondantes. Et voilà, notre présentation touche à sa fin. Merci.